Bonjour, merci d'être connecté. On va se la jouer en mode relax cet après-midi. Il est 16h15 à Paris. C'est le temps de réfléchir, d'avancer, de proposer, de prendre le pouvoir sur la toile et dans le monde. Vous savez, quand on a une seule vue, c'est une vue de trop. De trop parce que ça peut être pire. Il y a quelques années, on n'avait même pas le droit à la parole. On a la parole. Et qu'est-ce qu'on fait de ce temps de parole? Alors, j'ouvre le téléphone, mes deux lignes, privées, publiques, pour qu'on débatte sur l'actualité du monde. L'esbrouf, le bavardage ne m'intéresse pas. Chaque jour, nous essayons de construire. Comment va l'Afrique? Comment va le monde? Alors, nous allons parler de l'actualité au Sénégal avec l'affaire Mohamed Sonko, député. On a suspendu son inimité, on a levé son immunité, et puis il est actuellement à la gendarmerie pour trouble à l'ordre public. On ne comprend pas très bien ce qui se passe avec la démocratie au Sénégal, mais les images, on va les voir tout à l'heure, c'est très chaud. Est-ce que Dakar va sombrer? Est-ce que Dakar va brûler? Est-ce qu'il y a une vraie démocratie en Afrique? Moi, je suis confiant. J'aime le Sénégal. Le Sénégal nous donne des bons signaux démocratiques depuis Sédar Senghor, Abdou Diouf, Wade. Même si la transition entre Wade et Macky Sall ne s'est pas très bien passée, parce que Wade a voulu à un moment conserver le pouvoir à Dakar, il n'a pas voulu jouer la démocratie jusqu'au bout, et justement le peuple est sorti. Macky Sall, qui est arrivé avec de bons espoirs, nous a dit qu'il venait faire un seul mandat. Après, on sent qu'il va être candidat. Les élections, c'est très prochainement. C'est prochainement. Et puis, Mohamed Sonko, c'est la jeunesse qui monte. C'est un leader. Il se fait arrêter pour une affaire de mœurs. Est-ce que c'est des tentatives politiques? Il faut qu'on en parle et que ce soit des gens qui maîtrisent le traitement de l'information, qui prennent la parole. Et puis, on va jeter un petit regard au Tchad. Hein. C'est pas académique, mais vraiment, lâchez-vous, parlez. Quand je vais sur les sites sénégalais, on ne parle que du Wolof là-bas et ça complique un peu. Voilà aussi la fierté du peuple sénégalais, c'est qu'ils parlent leur langue, c'est le Wolof. Mais c'est beau, mais pour nous, on veut comprendre, on comprend rien. Nangadef, Magafirek, waouh, tout ça, nous on comprend rien à Dakar. Alors, et puis l'actualité au Bénin, les arrestations au Bénin, au Tchad, il y a élection, mais franchement, pourquoi Déby dépense cet argent alors qu'il est président maréchal à vie? Il tue ses propres cousins, ses propres opposants frères, et toute cette problématique de la démocratie en Afrique. Vous savez ce qui arrive à tous les opposants en Afrique. Hein? Même si au Tchad, c'est quand même particulier. Déby est le neveu d'Hissène Habré, hein, qui était son aide de camp. Il a arrêté son propre oncle, il l'a mis en prison. Euh, Déby est là aujourd'hui, il arrête son propre frère, cousin du village, il met en prison parce qu'il est opposant. L'Afrique est bizarre. Au Togo, c'est pareil. Au Bénin, c'est pareil. Au Cameroun, c'est pareil. Au Gabon, c'est pareil. Au Ping et Bongo, qui sont deux frères, deux amis, deux Nchango, deux beaux. L'un a les enfants, l'un a fait les enfants avec la sœur de l'autre, mais c'est incroyable. C'est une affaire de copinage qu'on confond à la démocratie en Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. La lutte entre trois frères jadis soudés pour l'héritage politique, Bédié, Gbagbo, Ouattara, n'est pas encore soldée. Ouattara est le patron aujourd'hui, mais pour demain, c'est quoi l'héritage? C'est quoi l'avenir de la jeunesse africaine? Est-ce que nous ne sommes pas toujours prêts à frôler la guerre? J'ai essayé de répertorier deux ou trois petits sujets comme ça, et puis on va essayer de débattre. Moi, je suis le guide, le Mpépé. Je suis le fondateur de l'Académie de la vie augmentée. Ça veut dire qu'une vie peut être augmentée. Une vie, c'est avancer. Une vie, c'est aimer la vie. Une vie, c'est le prolongement de son séjour sur Terre, mais avec la meilleure qualité. Et je réponds aussi à tous ces jeunes qui me posent beaucoup de questions. Le guide, Pépé, mais qu'est-ce qu'on fait? La vie devient quoi? Ne vivez jamais la vie de quelqu'un d'autre. Hein? Ne vivez pas la vie de quelqu'un d'autre. La vie est unique. Nous tous on porte nos blessures, nos frustrations. N'enviez pas les gens.
Hier, j'ai vu le président Sarkozy transpirer, pleurer, et il dit que ça fait 10 ans qu'il ne dort pas. Bah, alors, si toi, on te propose d'avoir une carrière comme la sienne, et de finir président, et puis ne plus dormir, finir en prison, est-ce que tu échangerais ta place de videur, de boîte de nuit, de vigile ou d'agent de l'usine pour finir en prison? Donc, la vie est bizarre. Vivez juste votre vie et soyez heureux. Alors, pour le Sénégal, je vous laisse. que ki nekk ki nga xam ne newu si besoin. Mhm. Parce que ki nekk ci besoin soxla lay daw ñaara am soit day bañ xeex. En ce moment, à Dakar, il se passe des choses assez violentes. ñaar yooyu la am. Mais on ne comprend ki nga rien. xam ni moom bëgg na bu yomb bi gën a gaaw jàpp ne moom gëmul principe gëmul bonne mœurs gëmul vertu gëmul valeur bi gën a gaaw mooy. ñeneen ñoo xam ne seen i kër ñu koy lakk. situation boo xam ne doomu Ousmane Sonko ak ay mbokkam ak ay militants ak Sénégal yooyu yëpp moom moo nekk président de la République njaboote ñëpp donc tey jii ku ko faral mooy ñun ñii di ko wax dëgg ku nekk ak moom mooy ñun ñii di ko wax dëgg mais ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci kawam di ko encouragé di ko pousse. Mais j'adore le Sénégal parce qu'ils sont passionnés par la politique et, et c'est terrible comment ils gèrent leur... J'aime ça parce qu'ils il y a quelque chose qui nous attire là-bas. Regardez comment le peuple, la jeunesse, et j'ai suivi un jeune qui dit qu'il est prêt à mourir pour que le Sénégal ne sombre pas. Voilà, essayons d'avoir... Là, c'est Wall FM, il y a beaucoup de télévision, tout le monde est sur le net, mais attendez, il faut qu'on essaye de voir. Est-ce qu'il parle en français? Wow, est-ce que mën nañu ma wax kan en ligne? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous appeler pour nous donner la vraie situation au Sénégal? Parce qu'on ne comprend pas. Femme, c'est bon comme ça, c'est bon. Il matin à 4 heures du matin. On comprend pas très bien. Et en même temps, il y a les élections législatives au Sénégal qui se préparent. J'espère qu'il n'y aura pas de violence, qu'il n'y aura pas de mort et surtout que ça se passe un peu mieux. Hein? Mieux que pendant l'élection présidentielle, parce que c'est une occasion de la démocratie. Toutes ces questions nous interpellent. Attendez, on essaye de trouver un peu. On va essayer de trouver un peu ce qui se passe en direct au Sénégal. C'est à l'université Cheikh Anta Diop, c'est tout un symbole. Voici le livre de Cheikh Anta Diop, qui est ma petite Bible à moi, que vous devez avoir. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment un pays qui est stable... Il faut prévenir les crises en Afrique, hein. C'est pour ça qu'on prend la parole avant. Ne faisons pas comme s'il ne se passe rien là-bas. Voilà les vrais sujets qui nous interpellent. Waouh, je comprends pas. Ça tire. Alors, la démocratie, il faut le savoir, c'est un principe fondamental, il faut la protéger, la démocratie. Alors, est-ce que c'est le peuple qui menace la démocratie en ce moment ou c'est l'État qui, par la répression, est en train de brutaliser le tissu démocratique fragile à Dakar, à Dakar en ce moment? Pourquoi l'armée est toujours prompte à descendre et à être violente sur les manifestants? Enfin, je ne sais pas, on pose des questions. Et là, si vous voyez une armée descendre à l'université, ce n'est jamais bon signe. On se rappelle des événements à Yaoundé, l'université a toujours créé... L'université dans le monde entier, c'est un siège d'ébullition des neurones. Alors, si on n'arrive pas à avoir, donc, ah ben, je comprends pas, il faut, voilà, donc, c'est tous ces dangers-là qui font qu'on n'arrive pas à gérer nos pays avec la sérénité qui va avec. Partout où il y a le danger, partout où il y a le danger. Ça chauffe
à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tout est en train d'être cassé là-bas. C'est maintenant qu'il faut intervenir. Ça nous interpelle. Si vous palais de avez... justice bu Pikine ak bu Qu'est-ce que vous Guédiawaye ni pensez? ngeen ko gisee noonu léegi kon fu mu toll nii jot ñi nga xam ne ñoo di muy manifestant yi daal dinañ ko sànjaafu ba daal di rek toj li nga xamante ni moo di seen ay vitre wala sax yàq la nga xamante ni moo di seen xar-xaram bu kanam ndax li ngeen ko gisee ni noonu foofu la daal di amee waaye nag ci li ñu mën a jàpp rek gis nañ ko noonu ay xeer tamit moom lañ ko daal di rek sotti ba mu fees dell ci bunt bi bu fekkee tamit ne liggéey yaakaaruñu sax ne dina mën a amee ci bërëb bi la nekk loo xamante ni daanaka lu xaw a doy waar la Mais di amee foofu la ca diwaanu fa nga xam ne moo di ca Pikine donc palais de justice. cette jeunesse africaine a un peu marre tout le temps. On a marre pourquoi il y a tant de violence? Pourquoi les gens ne peuvent pas s'entendre? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Sonko? Parce que personne jusqu'ici, hein, il devait se présenter à la justice pour des affaires de mœurs. On l'accuse d'avoir violé une masseuse. Alors, on n'est pas dans le fond du dossier, mais il faut. Dakar, édition spéciale. Est-ce qu'on peut aller sur la télévision nationale? Voilà. édition spéciale bi ñu jagleel mbirub Ousmane Sonko ñu nemmeeku ne nag Ils sont tellement fiers qu'ils ne bari parlent na que la lool langue. ndax gannaaw Ndakaaru fële nga xam ne bët Saalum réew mi ak ci région yi daal dinañ fay nemmeeku ay nit yi nga xam ne wàcc nañu ci tali bi loolee lépp daan ci dellu siwaat ak mbir yu doy waar xibaar yu yees yi nga xam ne daal dinañ koy am waaye laata nag dañuy dalal Omar Apo Mendy nuyu naa la. Un mort et plusieurs blessés déjà. C'est très grave. Hein? Nous ne pouvons pas dire plus tant qu'on n'a pas une vraie version. Personne n'est au fond du dossier. Les gens qui disent que l'Afrique doit avoir toujours sa langue, je suis d'accord. Mais quand c'est une langue qu'on ne comprend pas, quand les autres ne comprennent pas, qu'est-ce qu'on fait? Tout est dit là pour... bon, attendez, en direct de la place devant la mairie. Bon, attendez, mais il faut... Manifestation à l'université, tout est en train d'être saccagé et c'est quand même à l'université Cheikh Anta Diop. Vous pouvez faire tout, mais ne gâtez pas cet héritage. Ne gâtez pas l'héritage, ne tuez pas la pensée africaine. C'est un double assassinat que c'est là qu'il y ait des violences, qu'il y ait des morts aujourd'hui et cette histoire qui est politique, parce que tous les procès sont politiques. Quel est l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Un mort, c'est déjà un mort de trop, je l'ai dit tout à l'heure, et ce n'est pas bien pour Macky Sall, qui est un jeune, qui apporte une nouvelle manière de faire la politique. On ne pourra plus dire que c'est un vieux dictateur qui s'accroche. Macky Sall est venu démocratiquement au pouvoir, c'est un jeune, il est agronome de formation, il a un vrai projet de société. Est-ce que c'est ça qui est la réponse face à la crise politique à Dakar? Si la jeunesse se retrouve dans la rue, c'est parce qu'il y a peut-être un malaise. Et je pense que Mohamed Sonko est le porte-parole de cette jeunesse africaine qui a envie de se faire entendre, qui a envie de prendre son destin en main. Là, ça tire à Dakar et c'est à l'université. C'est tellement violent et il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi. Donc, j'appelle tous les Africains, toute la jeunesse sénégalaise ou pas, toute la jeunesse de venir nous expliquer, d'avoir un avis différent et de réfléchir, de poser des questions. Les numéros s'affichent 06 99 33 99 33 et 01 87 90 93 83. Appelez le guide PP parce qu'on doit... Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut interdire? Bon, est-ce qu'il faut... Les gens qui marchent, il y en a partout, mais les gens qui attaquent l'université, qui attaquent les institutions, la police qui tire sur les manifestants et des morts qui tombent sous le carreau, ce n'est plus anodin. Et c'est ça qui est souvent décevant quand on entre dans le contexte africain. La politique chez nous tue. La politique va encore tuer et la politique tuera toujours et c'est les jeunes. Voilà. Manifestation pour la libération de Sonko à Dakar, ça chauffe, il y a des véhicules brûlés, la ville est sans dessous. Maintenant c'est dans les quartiers et je ne sais pas, tant qu'on n'a pas, on va essayer d'étudier ça franchement et moi je ne suis pas très content de ce qui se passe. J'eus espéré qu'il y ait un peu moins de brutalité, même si... Pour moi, EDG est en train de récupérer tout ce qu'elle a perdu pendant
Ben, écoutez, on va essayer d'avoir. Je n'ai aucune. Est-ce qu'il y a en dafa français? mel ni police mu ngi gën di ko contrôler ndax Mariam, situation bi donc dafa mel ni stratégie bi ñi nga xam ne takk der yi daal di tekk dafa mel ni nekk na atu ci ñoom ci guddi ñu toll nii wala nag ba léegi mu ngi métti ci ñoom. Mais on ne comprend rien. On ne comprend rien. Alors, même sur la chaîne de télévision sénégalaise, ils parlent pas en français, hein. Donc c'est pas notre faute. kese la waaye fàttali ne que ñoom étudiants yi sànq neewoon nañ ni que ci seen biir am na ñoo xamante ne bii am nañ ci ay gaañu-gaañu xanaa rek Babacar ma pa Wow. Alors, essayons encore. Live stream, nous sommes. N'attendez pas que c'est BBC qui vienne traiter de l'actualité. C'est l'attaque, c'est l'assaut. C'est un temps fort, voilà. Partagez ce direct parce on va essayer de faire une analyse. Hein. Mais donc, voilà pourquoi les jeunes partent du continent, parce qu'il n'y a aucun endroit sur le continent, il n'y a aucun endroit en Afrique où les jeunes ont un espoir, où ils se sentent en sécurité. Là, c'est la police qui riposte aux manifestants, mais entre les lacrymogènes, entre les fumigènes, il y a des tirs à balles réelles. Voilà, donc voilà des choses qui doivent interpeller au lieu que les gens se mettent à danser et à nous parler de leur petite histoire et de leur petite vie. Je pense que c'est assez grave. Donc, moi, je n'ai pas... mais comment aucun direct, personne ne dit une information en français? Alors, bon, on va peut-être revenir sur cette actualité tout à l'heure, dont la question c'est qu'est-ce qui se passe à Dakar? Qu'est-ce qui se passe à Dakar? Alors, on nous dit c'est pareil au Niger. Un président qui part, un autre qui arrive, mais la guerre éclate. Bonjour à Landry Hervé Motapam, bonjour à Colette, bonjour à Colette, la Queen, un politicien sans cheveux ne fait pas longue route. C'est mon point de vue. Politicien sans cheveux, ça veut dire quoi? Pourquoi nous n'aimons pas la paix? Voilà. Bonjour, j'aime bien ton sens de réflexion. Ah bonjour, ma petite Moncam, Camerounais 100% ayant fait ses preuves. Vous êtes sénégalais, mais je n'ai fait mes preuves nulle part. Alors, je crois que ça se passe beaucoup plus en Afrique francophone. Justement, qu'est-ce qui ne va pas en Afrique francophone? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique francophone? Bon, en Afrique francophone, c'est... je vous vois déjà venir, hein? Mais sachez que ça se passe partout, hein? En Afrique francophone, qu'est-ce qui se passe en Afrique francophone? Mais même en Afrique anglophone, hein? Au Nigeria, ce n'est pas la paix, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe en Afrique en général? Qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on parle, il y a, il y a le journaliste activiste nigérien Omoyele Sowore, leader du mouvement de révolution Nao, qui est arrivé au tribunal avec son féticheur. Selon les témoins, ce dernier s'est occupé à faire des incantations. Au final, le juge a subitement ajourné l'audience et dit à l'activiste qu'il pouvait voyager où il veut, même en dehors du Nigeria. Donc,
On vous dit de ne pas négliger les féticheurs. Vous voyez, le gars vient au tribunal avec son féticheur. Ça, c'est mon ami Alex qui m'a envoyé la photo. L'Afrique est magique. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Alors, dites-moi, pourquoi la démocratie est en danger chez nous? Pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il faut que les choses bougent, qu'il y ait de l'alternance? Vous savez, en 1749, Montesquieu a écrit un livre qui a 1000 pages. Hein. Il est dans ma bibliothèque là. Je peux vous le sortir. Plus de 1000 pages même. 522 et 575. Donc c'est un livre qui fait 1101 pages environ. Alors, dans l'esprit des lois, ouais, il m'a fallu 2 ans pour le lire. L'esprit des lois, c'est le condensé du rapport de l'homme à la politique. Et nous sommes au XVIIIe siècle, 1749. Vous savez que la Révolution française est venue en 1789, donc 30 ou 40 ans plus tard. Pourquoi je vous en parle? C'est pas parce que c'est un legs pour l'humanité, hein, c'est pas juste une histoire française, mais il faut la connaître, parce que c'est ça qui va faire le fondement de, 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 de la vie politique aujourd'hui. C'est lui, le premier qui théorise Montesquieu qui théorise la séparation de pouvoir, l'exécutif, le judiciaire, le parlementaire. C'est le premier. Ça, il faut dire ça à tous les jeunes, à tous les étudiants, à tous les lycéens, à tous les collégiens, pour qu'ils comprennent comment on arrive aujourd'hui à avoir la forme de l'État. Même les États-Unis s'en sont inspirés pour faire leur fameux separate. Voilà. Donc, on part de là pour écrire la Constitution française. Donc vous voyez comment un livre, une pensée de quelqu'un peut amener à battre. Parce que les gens se demandent pourquoi on écrit. Les gens qui écrivent parce que le collant est déchiré, ou ceci, cela, c'est leur problème. Mais la vraie littérature, la vraie pensée, c'est pour libérer, c'est pour construire, c'est pour bâtir, c'est pour développer. Et il n'y avait pas encore de sociologie à l'époque, donc les gens ne savaient pas ce que c'est. Les Durkheim ont repris après que c'est Montesquieu qui est le premier grand sociologue, parce qu'il a étudié les comportements humains, l'homme et le pouvoir, l'homme, son rapport avec la gouvernance. Comment un homme qui est comme toi et moi, parce que tu lui as donné le pouvoir, s'assoit sur le trône et ne veut plus lâcher, il tue les gens, les gens meurent. Et c'est ça. Je pense que c'est ce travail, avant de dire panafricaniste, avant de réfléchir, avant de gueuler, il faut qu'on trouve la force de sucer nos intellectuels pour qu'ils nous disent. Il faut que les gens écrivent et disent aux gens ce que c'est que la démocratie et mettent les garde-fous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de constitution, parce que la plupart des constitutions sont importées. La plupart des choses nous sont imposées. La plupart des choses ne sont pas l'émanation de notre volonté d'être libre. Les gens se mentent. Il n'y a pas de gens sincères en Afrique. Et tout ça nous amène à... Tout ça nous amène à un mensonge permanent. On est d'accord? Tout ça nous amène à tuer, tout ça nous amène à ne pas produire la démocratie. Pourquoi on en parle? Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, Chaka Zulu dit, nous les Africains devons garder les cheveux pour être forts. Mais dis donc, mais ça je ne savais pas. Où est le rapport? Devons garder les cheveux pour être forts. C'est fou cette illusion d'optique qui donne l'impression que le meuble à côté est penché. Chacun a ses problèmes. Nous on parle de démocratie, l'autre dit que mon meuble est penché. À quoi bat le guide? La Côte d'Ivoire te salue et te dit merci. Mais je vous salue aussi à Abidjan, à Boubacar Bamba. Est-ce que les élections législatives se passent bien en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a le PDCI sur le terrain? Est-ce qu'il y a le FPI? Est-ce qu'il y a le RHDP? Est-ce qu'il y a de la démocratie qui se joue? La main basse de la France, ben voilà. C'est-à-dire, le raccourci est déjà trouvé. Quelqu'un a dit que c'est la main basse.
La France a fait quoi les gens sont en train de mourir au Sénégal pour leur propre liberté. La France, je sais pas. Même base de la France. Ouais. Avoue aussi que la France souffre. Hein? Au Cameroun, c'est la même base de la France. Au Gabon, c'est la même base. Les gens n'arrivent pas à prendre leur liberté, leur démocratie. C'est la même base. Ouais. Comment on va faire avec vous? Alors, bonjour à Eugénie, bonjour à vous tous. Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour. Merci de partager le direct. Merci de répondre. On partage le direct, la famille. Mais merci, merci Brad Ateba. Alors donc, vous voyez que quelle que soit la situation, il y aura toujours dans ce monde des gens qui vont refuser la démocratie. Il y aura toujours des gens qui n'aiment pas le progrès. Mais ces gens-là qui n'aiment pas le progrès, ces conservateurs, ces réactionnaires, c'est souvent des petites familles qui ont eu le privilège d'avoir frotté le colon et qui sont restés quand le colon est parti. Et ces gens-là ne laissent pas l'opportunité à une nouvelle classe politique d'émerger. Ils ne laissent pas la chance à la jeunesse. Ils privatisent la politique, ils privatisent l'économie, ils privatisent la régulation même sociale, ils confisquent tous les biens culturels. Et c'est ça qui crée les guerres. Alors, est-ce qu'on ne peut pas anticiper sur les guerres en Afrique? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une réflexion plus saine? Est-ce que les gens... dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'aimerais que certains prennent le pouvoir et appellent. Et voilà, moi, vous savez, ça nous pousse à... Hein, Aboubacar Bamba, tout se passe à merveille en Côte d'Ivoire. Mais tant mieux, on est content donc pour Abidjan. On est content de savoir que les gens peuvent faire la démocratie. Mais attention, quand les résultats vont venir, est-ce qu'il n'y aura pas la guerre en Côte d'Ivoire? Est-ce que les gens ne vont pas contester? Au début, ça se passe bien. Mais à la fin, c'est la bagarre. Pourquoi la maturité nous échappe? Est-ce que c'est dans notre fort intérieur? Est-ce que les Blancs sont partis trop tôt de l'Afrique? Ou est-ce que nous n'avons pas su? Il y a quand même un problème, non? Il y a quand même un problème. Alors, j'aimerais que les gens prennent... je le dis parce que un collègue sénégalais m'a dit que la population s'attaque aux produits français, exemple Total et Auchan. Mais je ne suis pas l'ambassadeur de la France, mais je pense qu'il faut un moment arrêter. Vous avez un problème. Il y a Macky Sall qui est au pouvoir. Il est président. Il y a des élections dans quelques temps là. Vous avez un opposant qui s'appelle Mohamed Sonko, qui est jeune, qui est député, et puis là, il y a une rivalité politique qui s'installe. Je veux savoir à quel moment le produit français, le projet politique français est une menace. Enfin, pourquoi on accuse la France en ce cas-là, Infinity Mathias? Il faut rappeler, vous avez le numéro, parce que le dire comme ça, vous voyez, c'est ça la difficulté en Afrique. C'est-à-dire, les gens n'assument pas leur vie, n'assument pas leurs erreurs, n'analysent pas leurs faiblesses, mais s'attaquent directement à un système qui est bien réel. Mais est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que Sonko est l'ennemi de la France et en quoi la France est le problème là en ce moment? Ou c'est un transfert de frustration? Bon, moi je veux comprendre. Essayons de voir ça clairement, les amis. Euh, Moi, je vois que la France a ses problèmes. La France a un problème personnel avec son identité, avec sa politique, avec la transformation de son économie, avec la population qui se régénère, avec la classe dirigeante. Et comment vous pouvez parler de la France dans le cas du Sénégal? Je ne sais pas, peut-être c'est lié, mais la France a d'abord un problème. Mais moi, ce qui me plaît dans le cas de la France, c'est un pays doit affronter ses problèmes. La France a un problème avec ses leaders politiques. Comme Sarkozy est là au tribunal, c'est une réponse terrible.
entre ce que je vous expliquais tout à l'heure, la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire, le parlementaire. La justice est en train de suivre Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est l'ami du président Macron. Mais est-ce que vous croyez que Macron peut appeler un juge pour dire libérer Sarkozy là? Même s'il a envie, cet équilibre des pouvoirs là, même si moi je sais que le politique est toujours au-dessus, le président reste le président. Mais vous croyez que Emmanuel Macron peut intervenir dans le problème de Sarkozy? Alors que non, c'est pas possible. Et Sarkozy tombe pourquoi? Parce qu'il y a le procès de Big Malion, parce qu'il y a le procès de la campagne de Kadhafi qu'il a fait tuer et exécuter avec l'aval des Américains, parce qu'il y a des soupçons de fraude et de trafic d'influence. Donc rien que pour ça, parce que la justice française est en train de sévir sur un homme politique, président de la République, moi je salue et je suis admiratif. C'est un exemple. On a rarement vu ça dans le monde. Mais la France nous montre que c'est ça un grand pays. Tu peux être qui tu veux ici. Quand il y a la justice, il faut qu'on vous attrape. Parce que pendant longtemps, les hommes politiques vivent de corruption, vivent de prébende, vivent du réseau qu'ils tissent. Alors si la France nous donne ce signal, il y a une semaine, on condamnait Bolloré. La justice a frappé Bolloré. C'est la justice française pour des faits qui se déroulent en Afrique. Est-ce que les Africains réfléchissent et sont conscients quand même de cette leçon politique? Bolloré est salué comme un roi en Afrique. Les chefs d'État lui ouvrent les palais. Il fait une OPA sur tout, l'industrie, l'économie, il achète tout, cadeau. Mais en France, il est traîné au tribunal et il est coupable, comme un simple citoyen. Donc, il faut saluer ça. Il faut saluer ça. Les Africains n'ont pas le courage de prendre leur propre liberté. Mais vous voyez comment en France, les mécanismes se mettent en place. Ça montre que la politique doit être faite différemment. Macron ne peut plus faire les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. Macron sait aujourd'hui que, voilà, Chirac a été condamné pour les emplois à la mairie de Paris, l'emploi fictif. C'était un réseau. Mais Sarkozy, aujourd'hui, est condamné parce que c'est un problème quand même de trafic d'influence d'un président qui se croyait tout permis. Et là, ça laisse quand même des choses. Lui parle aujourd'hui de la pression, qu'il est victime. Mais il ne sait pas que autour de lui, on a pratiquement arrêté tout le monde. Tout le monde a été en prison pour protéger Sarkozy. Eric Woerth, son secrétaire. Tous les gars qui tournaient là autour de lui. Fillon, son premier ministre. Je peux vous citer des tonnes. Tous les gens qui étaient autour de Sarkozy sont en prison, ou sont condamnés, ou vont être jugés. C'est quand même le seul. C'est quand même le seul. Mais qui peut avoir ce courage politique? C'est ça la grandeur. C'est-à-dire, même si on reconnaît, même si on n'aime pas la France, quand la France est à ce niveau d'analyse et de pratique politique, je pense qu'il faut se lever et applaudir. Le simple fait de mettre un président à la barre, c'est un signal très fort. On peut voir des règlements politiques, tout est politique dans la vie, mais il y a quand même la maturité de la classe politique générale française pour arriver à dissocier entre ce qui relève du politique et du judiciaire, de l'exécutif. C'est ça qu'on demande à nos pays. Macron est en train de faire quelque chose d'exceptionnel, c'est que il se retire. Je ne sais pas jusqu'où, mais il se retire. Il laisse le travail se faire. Il laisse que la justice. Mais c'est pour ça que je vais être un peu plus prudent. On voit le cas du Sénégal. Est-ce que Macky Sall a quelque chose à voir avec l'arrestation de Mohamed Sonko? En Afrique, l'émotion vient directement. Est-ce que les partisans de Nicolas Sarkozy peuvent marcher et aller casser la justice sous prétexte qu'on veut tuer un adversaire politique?
où il faut faire confiance à la justice dans les pays. Moi, je veux comprendre, parce que voilà, au Sénégal, on arrête un leader politique, on dit tout de suite que non, c'est parce qu'il est opposant. Mais est-ce qu'en fait, il n'y a pas un vrai problème de fond? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de laisser la justice faire son travail sans voir une tentative d'exclusion d'un leader politique? C'est pour ça que c'est très compliqué de parler en Afrique aujourd'hui de politique. D'un côté, on vous présente le miroir, vous voyez en France, vous voyez aux États-Unis, vous voyez en Allemagne, on ne peut pas faire d'amalgame. Mais en Afrique, tout est mélangé, tout est émotif. Je me rappelle, il y a quelque temps au Cameroun, on a pris le leader politique, l'opposant politique là-bas, on l'a mis en résidence surveillée, après avoir purgé 9 mois de prison. On n'a pas pu clarifier pourquoi il était en liberté, pourquoi il était justement en liberté surveillée, ou pourquoi il était encerclé chez lui pendant 90 jours. Donc, est-ce qu'il était une menace? Donc, toutes ces questions-là, les gens ne comprennent pas. Alors, Mohamed Sonko, qui est sénégalais, est allé se faire masser, à la version officielle. Le gars est député, il est leader politique, je peux même dire leader de l'opposition, et il se retrouve dans un salon de massage avec des filles, les petites mains qui passent. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La fille a porté plainte pour viol. Est-ce que la fille a été manipulée? Est-ce qu'un leader politique doit... Ça, je ne vous le dirai jamais, mais c'est Fitzgerald qui disait que le pouvoir politique est très lié au pouvoir sexuel. Les hommes politiques comprennent. C'est-à-dire, pour faire de la politique, c'est pour ça que ceux qui n'ont pas lu, je vous conseille un livre qui s'appelle Sexus Politicus, où on démontre que tout ce qui rend bandant en politique, c'est le sexe. C'est le sexe. DSK est tombé parce qu'une bonne, il y a 10 ans, c'est une bonne qui a détruit la carrière de DSK. C'est une femme noire africaine. Enfin, le pouvoir. Quand on a le pouvoir politique, on peut violer la secrétaire, on peut abuser, on peut déshabiller son assistante, on peut. Le bureau est souvent une salle sexuelle. Je connais un ministre au Cameroun qui est actuellement, évidemment, en prison et qui avait aménagé une chambre d'hôtel, une chambre dans son bureau. Ce ministre était très puissant et il avait un lit. Et parfois, il vous recevait et les femmes étaient dans son bureau. Ça, c'est-à-dire, vous entendiez une femme parler dans le bureau et les femmes dans sa salle d'attente attendaient toute la journée et tout le monde le sait. Je ne vais pas citer les noms, évidemment, mais vous savez que la politique est l'art de la dérive. C'est la folie, c'est un pouvoir énorme. C'est pour ça que quand vous êtes président, ministre ou ceci dans un pays, pas seulement en Afrique, si vous n'êtes pas fort, vous tombez dans des dérives extrêmement pernicieuses. Dès que vous avez un petit pouvoir politique, même le maire, allez enquêter sur ce que font les maires, vous allez vous tomber des nues. Ici en France, on vient d'arrêter un secrétaire d'État qui était maire d'une commune qui... Il obligeait toutes les femmes de sa mairie à se déshabiller. La justice l'a pris. Il a pris du ferme. Mais chez nous, bon, en Afrique, vous savez, déjà je vous parlais de ce ministre et c'était étonnant. Vous venez voir un ministre pour des dossiers sensibles d'un pays. Le gars, lui, il a 10 femmes qui attendent dans la salle d'attente. Et on fait d'abord entrer toutes les femmes avant de soigner l'État, avant de s'occuper des dossiers stratégiques. Donc, le jeune Mamadou Mohamed Sonko est allé donc se faire masser dans des salons de massage. Quand vous imaginez la beauté de la femme sénégalaise, vous imaginez la beauté de la femme sénégalaise, la plus belle femme du monde, longue, avec les jambes fines, les yeux bleu-vert, et puis d'une noirceur pudique, sauvage. Elles sont tellement noires qu'elles sont parfois violettes. Et une femme comme ça, elle vous masse, elle vous met l'huile, le beurre de karité au dos. Et puis on ferme.
Mais les massages taille n'ont rien à voir. Et on ne dit rien, mais c'est là que tout s'est passé. Maintenant, on attrape le gars, la fille porte plainte pour viol. On ne connaît pas les vraies versions. Au lieu de laisser donc que le tribunal se déroule, qu'il y ait de l'action. Vous savez, l'affaire Mohamed Sanko, si vous permettez, c'est quand même une action de droit. Hein. Le gars est en train d'aller au tribunal, mais on le prend pour trouble à l'ordre public. Bon, là, c'est une flagrance. Trouble à l'ordre public, c'est compte à vue. Donc, on l'attrape, garde à vue, bon, à peine 48 heures, on va le libérer. Mais le peuple est déjà, ses partisans sont déjà en train de brûler. Est-ce qu'on ne pouvait pas laisser voir comment la justice va opérer pour que la vérité, pour qu'on sache s'il y a un acharnement politique? Est-ce que vous me suivez? Parce qu'à l'état actuel, est-ce que Macky Sall est derrière tout ça? On ne peut pas savoir. Est-ce que c'est un procès politique? Est-ce que c'est une cabale politique? Tout est en train d'être cassé. Ah, on a un appel. Oh, j'ai pas vu. Alors, prenons un peu les réactions quand même. Partagez le direct parce que j'aime faire des directs politiques d'abord, spirituels, culturels. Je m'autorise à vous donner de la pensée. Faut qu'on ait du Facebook pour réfléchir parce que comme on n'a pas de médias qui nous parlent, il faut qu'on ait de la réflexion qui coule. Alors, Pépé, prends cette citation qui est partie de la racine du mal. C'est Ndoula Bok qui écrit, Africa Bok. Un Africain chrétien et musulman en Afrique est plus dangereux qu'une bombe atomique. Bon, attendez, je vais revenir. Je pense qu'on a un appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, mon très cher. Oui, bonsoir, le Pépé. Akeva. Akeva, la puissance de la spiritualité africaine. Je te bénis, mon cher frère, ce soir ou ce matin. Alors, c'était pour participer au direct de Pépé par rapport à la situation au Sénégal. Oui, on est là, on est en direct justement. Et il faut que tous les Africains appellent, parce que c'est comme ça qu'on réussit à créer de débats politiques. Je t'écoute, mon très cher frère. Alors, j'ai juste un avis, parce que, en fait, je travaille avec des Sénégalais, et vous savez, au Sénégal, la langue qu'ils parlent, nous les Camerounais, on n'écoute pas. On ne comprend pas ce qu'il veut dire. Donc, du coup, mes amis m'ont un peu expliqué qu'est-ce qui se passe, parce que tous les jours, je les demande, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Sonko? Oui. Alors, voilà ce qu'ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit, Sonko a mal au dos. Et le truc, c'est quoi? C'est que Sonko a dit que de venir en Europe pour se faire soigner par un kiné, il préfère le faire au Sénégal. Oui. Donc, il est allé dans un salon de massage. Wow. Il a vu la patronne du salon de massage. Il a demandé s'il pouvait avoir quelqu'un pour le masser. Au lieu de cette fille qu'il a accusée de viol, entre guillemets. D'accord? Alors, il se fait que quand Sonko est parti, à chaque fois, la fille, elle demande à la dame, la responsable du salon, si elle avait le numéro de Sonko. La responsable du salon dit, mais non, je n'ai pas le numéro de Sonko. Et le même soir, à l'heure d'état d'urgence, il y a une voiture qui est venue chercher la fille. Alors, la première question que les gens se sont posées, mais la voiture appartenait à qui? D'accord? Alors, d'après les avocats de Sonko, la voiture appartenait à un juge. Un juge. Oui, à un juge. Oui. La voiture, c'est une voiture noire qui appartenait à un juge. Et merci pour le détail. Fort malheureusement pour la fille, le mari de la responsable du salon de massage avait relevé la plaque d'immatriculation de la voiture. Parce que lui-même, il était surpris que, mais comment se fait-il qu'une voiture va venir chercher cette fille la nuit lors de l'état d'urgence? Je dis bien, je rapporte ce que moi, mes collègues sénégalais m'ont expliqué.
Oui, mais D'accord? tu n'as pas un collègue sénégalais lui-même qui peut nous appeler ou tu nous donnes son numéro, on l'appelle? Parce que, enfin, vas-y déjà. Ok. Toi, tu Oui, travailles oui. dans quoi? Si, Oui, si, vas-y. si, j'ai un ami. Mais, Si vous voulez, je peux l'appeler ouais, tout de ouais. suite et après, je vais mettre Donne-nous le déjà numéro ta sur le version. direct. Voilà. Finis déjà et puis tu lui dis de nous appeler. D'accord, il n'y a Mhm. pas, il y a pas de souci. Mais on est tous Alors, africains, c'est notre problème. Oui, vas-y, je t'écoute. oui, il va t'en dire que le mari avait le mari de la dame du salon de massage avait relevé la plaque d'immatriculation. On a envoyé la fille directement, cette voiture noire a envoyé la fille à l'hôpital voir un médecin. Sauf que les médecins sénégalais ne sont pas comme les médecins camerounais. Le médecin dit non, il n'y a pas eu viol, il n'y a pas eu de, entre guillemets, de paix. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, il n'y a pas eu de paix. Tout à fait. Voilà, parce que j'ai les enfants à côté. Et elle est allée à la police. Je ne sais pas si c'est le commissaire qui s'est saisi de l'enquête, a fait son constat. D'accord, il a fait son constat. Et qu'est-ce qui s'est passé bien après? La fille a été portée disparue pendant quelques temps. On ne sait pas où elle est gardée. Personne ne sait où elle est gardée. Et il va sentir maintenant que la femme de la juge, qui avait envoyé cette voiture, a eu à parler avec quelqu'un, on ne sait pas qui. Elle a envoyé un message en se trompant. Elle a envoyé le message sur le numéro de l'avocat de Sonko. Oui. Soit disant que c'est bon, il est aux arrêts, on va pouvoir s'en débarrasser. C'est ça le message. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Après, moi, comme j'ai dit, je vais appeler mon gars. Oui, mais je vais épingler le numéro sur le direct, comme ça. Tout à fait. Oui, alors, l'appeler et puis il va vous donner la vraie version. Oui, c'est un peu compliqué pour nous. Oui, je suis fier de ta réaction, mais je vais quand même te dire que il faut déterminer le type de viol. Parce que le viol n'est pas seulement ce que tu as dit là. Le viol, c'est aussi cette brutalité, c'est ce harcèlement excessif. Tu comprends? Oui. Ce n'est pas seulement la dernière phase là. Ça, c'est peut-être la phase terminale, mais le viol aussi, c'est une forme d'agression qui peut commencer par le psyché, donc une agression psychologique, après une agression physique, verbale et tout. Donc, il faut agression, le viol est contenu dans toutes ces choses-là. Donc, essaye de dire à ton frère, ton ami, s'il peut nous appeler, et merci déjà de nous avoir donné cette version. Moi, ce que je demande... Je vais l'appeler là tout de suite, et d'ici quelques minutes, vous allez voir, je vais mettre le numéro sur un message. Tout à fait. Je t'enverrai un SMS avec le numéro directement. C'est parfait. Comme ça, on peut l'appeler et nous aurons au moins la bonne version. Oui, surtout s'il y a quelqu'un à Dakar. Merci d'être là et tu peux revenir si tu as d'autres informations. Merci. Parfait. Alors, faites comme le frère qui nous appelait là tout à l'heure. Hein. Donnez votre avis, exprimez-vous. Est-ce que la démocratie avec les nègres est un problème? Si la démocratie est un problème, ça veut dire que la religion judéo-chrétienne est un problème. Ça veut dire que l'économie du marché mondial est un problème. Ça veut dire que la modernité est un problème. Ça veut dire que la technique est un problème. Le progrès est un problème. Parce que pour nous, la démocratie, c'est le problème de progrès. Enfin, c'est la question du progrès. Alors, il y a des forces qui s'opposent, qui jouent les démocrates, mais ils ne veulent pas en entendre parler. Si vous dites démocratie dans un pays africain, c'est comme si Satan est venu. Alors, les gens ont horreur du changement. Ils ont horreur du progrès. Ils veulent tout confisquer. Et c'est la base de tant de guerres, de toutes les souffrances, de tant de haine, pour des petites choses où tu viens, tu t'assois, tu laisses aussi le siège. Les gens veulent être maréchaux, rois, empereurs. Les Bokassa sont partout. Les Mobutu ne meurent jamais. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter la saignée des Mobutu? Qu'est-ce qu'on fait pour que les Mobutu nous lâchent un peu en Afrique? Qu'est-ce qu'on fait pour que les Bokassa disparaissent dans la conception même de la vie? Et ce rapport avec le pouvoir, c'est ça qui cause la pauvreté de ce continent qu'on aime tous, même de loin. Merci d'intervenir. Le téléphone est ouvert.
Alors, je prends quelques réactions. Ndoula Africa Book. Oui, oui, quand c'est pour parler de tel a dansé bien, tel a les grosses fesses, tel a fait, vous êtes nombreux. Je vous connais déjà. Mais cet espace, prenez le pouvoir, exprimez-vous. Dites-moi ce que vous pensez de ce continent. Parce que tant que vous tournez, vous savez ce qu'on appelle la périphrase? C'est pas ce que les professeurs agrégés de la Calvitie écrivent pour chercher les mesures barrières, des tonnes de dissertations inutiles. C'est des flopées de bêtises. Quand le peuple demande l'eau au village, le gars vous fait la syntaxe, hein, la syntaxtique. Alors, la périphrase, c'est que vous avez la phrase là. Au lieu de la dire, vous contournez, vous tournez autour du pot. C'est la pauvreté mentale. Alors, Ndoula Africa Book, il me fait un message, je ne sais pas pourquoi il le dit. Le peuple prend cette citation qui est partie de la racine du mal. Un Africain chrétien et musulman en Afrique est plus dangereux qu'une bombe atomique pour l'Afrique. Et quand il vient en Occident, il est 2 fois plus dangereux. Enfin, il est 10 fois plus dangereux lorsqu'il devient dirigeant africain. Bon, dis donc. Waouh. La démocratie, Leïla dit, la démocratie, c'est pour nous et la démocratie, c'est pour le colon. Guy, bonjour à vous tous. Tu peux imaginer que Paul Biya soit traduit un jour en justice au Cameroun à cause des multiples crimes qu'il a commis? Non, ouais, avocat junior, vous n'allez pas revenir sur ma tribune avec des choses. Ouais, mais qui va traduire Biya? Non, laissez ça. Là c'est compliqué. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Hein? Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre. La tradition africaine voudrait qu'à un certain âge, on soit un sage. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Les gens comme Biya ne risquent rien en Afrique. Et il le sait. C'est pour ça que s'il peut encore vous embêter un peu, il va vous embêter. Vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'on doit aussi arrêter sans preuve, sans vidéo, sans examens médicaux? On vous soupçonne et on vous arrête. C'est ça l'Afrique. VPN. Mais c'est ça le problème. Est-ce que la justice ne doit pas laisser... Est-ce qu'on a le droit d'arrêter, hein? Est-ce qu'on a le droit d'arrêter Sonko? Est-ce qu'on a le droit d'arrêter quelqu'un sans le juger? Alors, je voulais bien avoir l'avocat. Je ne sais pas si Timban est connecté, mais bon. Si Maître Timban est connecté, qu'il réagisse. Qu'il réagisse. L'Afrique fait mal quand même à la tête. L'Afrique fait mal. Et vous savez ce que j'ai vu hier quand on a parlé du procès de Sarkozy? Je veux vous dire, j'ai écouté 2 petites choses sur Sarkozy et c'était quand même... Il faut quand même... Oh là là. La démocratie a des problèmes en Afrique. Alors, pourquoi les Africains... Alors, je vous pose la question. Pourquoi les Africains ne prennent pas le débat? Pourquoi les Africains ne prennent pas le débat sur la condamnation de Nicolas Sarkozy? Hein? Pourquoi ce n'est pas un sujet dans vos télévisions? Pourquoi les gens fuient ce débat? Pourquoi les gens fuient le débat sur la condamnation qui peut être liée de Bolloré? Pourquoi les gens évitent ces sujets pour nous parler des choses qui ne nous intéressent pas? Ce qui se passe aujourd'hui est une injustice profonde. Je la dénoncerai et la vérité explosera. Quand ça se fera, à quel moment, je n'en sais rien, mais j'irai jusqu'au bout. Sarkozy parle d'injustice. Je suis
suis habitué à subir ce harcèlement depuis 10 ans. 10 ans que des moyens considérables sont mis en œuvre. Des dizaines de magistrats, des dizaines de policiers, des commissions rogatoires dans tous les coins du monde pour absolument trouver quelque chose à me reprocher. Il faudra d'ailleurs qu'un jour, ceux qui ont engagé toutes ces actions Sarkozy parle de aux justice. contribuables français combien cela a coûté. Donc je suis habitué à cet harcèlement et je suis venu dire aux Français, je suis un homme qui a toujours assumé ses responsabilités. Je ne baisserai pas la tête parce qu'on me reproche des faits que je n'ai pas commis. C'est une injustice. Je me battrai jusqu'au bout pour que la vérité triomphe et je le fais pas simplement pour moi. Je le fais parce que ceux qui nous regardent doivent savoir que ce qui m'arrive pourrait arriver à n'importe lequel d'entre eux. Voilà qu'en 2021, on peut donc condamner un homme après 7 ans d'enquête dans tous les sens, avec 2 commissions rogatoires internationales, sans l'ombre d'une preuve. Ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'y a rien à trouver. On me condamne à 3 ans de prison parce qu'on me prête l'intention d'avoir fait d'avoir eu la volonté de rendre service à l'ami d'un ami, tout en reconnaissant que je ne l'ai pas fait. Alors, c'est ça. C'est ça. C'est une injustice. C'est ça. Je me battrai. Que ceux qui nous regardent doivent savoir que ce qui m'arrive pourrait arriver à n'importe lequel d'entre eux. Voilà qu'en 2021, on peut donc condamner un homme après 7 ans d'enquête dans tous les... C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est magnifique. Alors, on revient sur Sarkozy. Hein? Bon, les thèmes sont liés. Parce que là, on est dans une corruption à vaste échelle. Bonsoir le PP. S'il te plaît, c'est quoi plagier un travail scientifique? Je vais répondre à la question, mais je vais d'abord commencer par restituer le cadre. Pourquoi le cas de Sarkozy nous intéresse? Ça s'appelle un trafic d'influence. C'est-à-dire le gars est condamné, ou il est soupçonné, il a un dossier en justice, pas condamné. Et il passe par son avocat via des communications souterraines. Ils ont des téléphones, des lignes, un faux téléphone, des faux numéros qui cachent à la justice pour parler de leurs secrets. Et dans leur conversation, l'avocat qui est Thierry Herzog, qui est son ami de 30 ans, c'est très rare de voir des Africains amis pour 30 ans. Hein. Dès que les premiers argents tombent, là, les problèmes commencent. Les femmes nous séparent pour l'argent. Alors, donc, Sarkozy a un problème et ils vont voir un juge à la cour de cassation qui s'appelle Azizer, le grand juge, pour lui proposer un poste à Monaco. Sarkozy est d'abord avocat. C'est pour ça qu'il est très fort. Lui-même te dit, il est très fort pour qu'on le coince. Donc quand la justice le traque, c'est parce que la juge et le pôle financier qui était monté par François Hollande, c'est pour ça qu'il dit que c'est partisan, mais ces juges-là sont tellement forts qu'on se dit qu'un homme de cette stature n'a pas le droit. Un homme de cette stature, un président de la République n'a pas le droit d'exercer la pression, un interventionnisme, c'est-à-dire de faire du chantage pour un service. C'est ça. Et nous, les Africains, ne comprennent pas, puisque c'est courant. Ce qu'on reproche à Sarkozy, là, normalement, on devait même le décorer, parce que c'est ce que tout le monde fait en Afrique, le trafic d'influence. Dis donc, même mon petit là-bas, les NAM, hein, sinon... même mon petit à la police, là, tu sais que, oh, donne ça, mon petit, donne-moi tel marché. Je connais un ministre au Cameroun qui a sa femme, qui a une société.
Et c'est eux qui gagnent tous les marchés qui sont au-dessus d'1 milliard de francs. Il n'y a pas d'appel d'offres. Ils courent de bureau en bureau. Et ce ministre est ministre depuis que le vieux président est en place. Je ne sais pas pourquoi le président l'aime. Mais il s'est constitué un pactole financier de centaines de milliards. Parce qu'il ne gagne que... Donc quand le marché atteint un certain montant, on sait qu'il est là. Et il est ministre parfois dans son propre marché. Et c'est autant de dérives en Afrique. Mais imaginez donc un président de la République en France. Laissons même le dossier libyen. C'est pour ça que quand on prend la parole ici, c'est pour édifier les gens sur les pratiques politiques. Ce qui arrive à Sarkozy est peut-être injuste. Lui-même, il crie à l'injustice. Parce que du point de vue des Africains que vous êtes pour la plupart, même si je suis suivi dans le monde entier, ça crée un problème d'éthique. Pour nous, c'est normal. Il n'y a rien. J'ai même suivi des Africains qui disent, mais Sarkozy même, il n'a rien fait dans ce dossier. Si. On ne profite pas de sa position, de son strapontin pour influencer ou influer sur... Vous imaginez un juge qui doit gérer ton dossier, tu lui proposes un poste juté à Monaco, c'est une corruption. C'est une corruption avérée. Même si l'intention n'est pas la faute, mais dans ce cas d'espèce, ce n'est même pas permis qu'un chef d'État use de sa position. Vous comprenez un peu comment la justice d'un pays reflète la grandeur d'un pays. Tout n'est pas parfait. C'est pour ça qu'il y a les tentatives, les corruptions. C'est dans tous les pays. Même en Tunisie, même dans les pays les plus sains en Norvège, on vole. C'est pour ça qu'en Norvège, on arrête souvent un ministre parce qu'il est allé manger au resto et il a signé au nom de l'État. En France, donc, le procès de Sarkozy, qu'il a condamné là, à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et 1 enferme, même s'il va en appel, c'est pour montrer que l'État existe. C'est pour montrer que la population peut avoir confiance. C'est pour montrer que tout le monde peut être arrêté. Tout le monde. Et ces États n'ont pas en Afrique le temps d'implémenter la justice parce que tout s'entremêle. On n'arrête que les gens quand ils dérangent. On n'arrête que les gens quand ils sont des opposants politiques. On arrête les gens que quand ils commencent à lorgner le pouvoir. Et c'est pour ça que c'est un procès. On parlait du Sénégal tout à l'heure. C'est pour ça que directement au Sénégal, on ne voit plus l'affaire de Mœurs comme une affaire de viol simple, mais on la voit comme une action qui tente d'éradiquer et de neutraliser un adversaire politique. C'est ça le mal-être en Afrique. Sarkozy, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui a accueilli le président libyen ici. Kadhafi est venu à Paris avec sa tante, avec plus de 200 femmes amazones qui le massaient là. Il a installé ses tentes en plein cœur de Paris. Il mangeait là, il dormait là. Sarkozy est un faucon politique. Il y avait un intérêt derrière. Le contrat l'éolien sur le pétrole libyen. Les énormes réserves du trésor libyen. Il y avait l'argent qui coulait à flot en Libye. Et la Libye de Kadhafi avait une certaine stabilité. Et pas une stabilité certaine. Et il y avait tellement d'argent en Libye que la Libye a commencé à investir en Afrique. Et massivement. Je peux vous parler de Oil Libya. Toutes les stations africaines étaient déjà stations de pétrole, étaient déjà achetées par le trésor libyen. La banque libyenne, le Wadjari Wafa, il y avait même la compagnie libyenne qui venait remplacer Air Afrique, en quelque sorte, parce que tous les pays bénéficiaient déjà de cette flotte importante. Moi-même, j'ai voyagé, je pense, 1 ou 2 fois avec comment vous appelez ça? Afrikia. Afrikia qui est le nom originel de l'Afrique. Donc, la chute de Kadhafi, vue par les Africains, est une chute d'un symbole politique fort.
Mais ce n'est pas voulu par les Africains. C'est encore en France qu'on arrête le type. C'est-à-dire les Africains oublient vite. La mémoire part. Le Kadhafi qu'on adorait, le panafricanisme, c'est terminé. Les gens ont oublié qu'il y a d'abord un problème de fond vu sur le plan africain. Kadhafi avait un projet de satellite panafricain pour libérer le continent de l'emprise médiatique, de l'emprise télécommunicationnelle américaine, français, tout ça là. La liberté de l'Afrique passe par le satellite. Et j'en parle parce qu'à l'époque, j'étais le président du Conseil africain des médias. Et nous avons été convoqués par Kadhafi parce qu'il était très intéressé par la volonté de l'Afrique d'avoir ses propres données et ses propres images satellitaires. Il a voulu lancer le satellite africain, il a été massacré. Il a créé des banques africaines partout sur le continent. Il a créé des dépôts pétroliers partout, ce qu'on appelle les stations d'essence. Et la technologie libyenne était... Bamako est presque à moitié financé. Tous les projets infrastructurels à Bamako étaient financés par le guide libyen. Tous les projets au Niger étaient financés par le guide libyen. Tous les projets pratiquement au Cameroun, en termes d'infrastructures directes, les dépôts financiers, c'était la Libye qui gérait et ça apportait une sorte de respiration. Même la BAD, la Banque africaine de développement, avait un tiers du dépôt libyen. Et la Libye même est un pays de rêve. Moi, à titre personnel, ça ne me disait rien parce que quand j'étais à Tripoli, tout était parfait et beau, mais on sentait quand même qu'il y avait une main de fer. La liberté. Il faut insister sur le bien-être des gens. C'est vrai qu'on ne paye pas l'eau, on ne paye pas la nourriture, l'école, la santé, mais il manquait l'air de liberté. Et c'est ça que l'Occident a profité pour vendre aux Libyens en leur disant « Kadhafi vous prive de la liberté ». Parce que l'homme est un fondement de liberté. Tout ce qui nous régit, c'est la liberté. Ce n'est ni la nourriture, ni l'argent, ni les avancées sociales, c'est important. Mais quand vous privez un peuple de liberté, on peut se servir de ça. Et on s'est donc servi de ce côté de liberté du peuple libyen pour miroiter un autre destin. Et aujourd'hui, on voit la Libye, comment elle est déchiquetée, comment elle est en lambeaux, et comment elle est devenue un no man's land, où la Turquie, la France et toutes ces multinationales, la Syrie, les États-Unis, tout le monde est présent aujourd'hui en Libye, et la Libye est un no man's land. Et là où vous allez me comprendre, c'est que la Turquie et la France s'affrontent sur la mer Égée, sur la mer Morte et sur la Méditerranée. Et c'est des violents combats pour les intérêts. Mais vous voyez donc qu'aujourd'hui, ce qui est Macron et Erdogan se sont assis hier pour discuter, pour parler, pour trouver un terrain d'entente. Mais les Libyens sont en train de payer. Il n'y aura plus jamais de Libye stable. Et la Libye stable, c'est terminé. Il faut au moins 30 ans à la Libye pour se stabiliser. Parce qu'il y a beaucoup d'armes qui sont entrées. Il y a beaucoup de chefs de clans qui sont reliés aux chefs de tribus. Et l'Occident est très contente parce qu'elle a détruit l'espoir de développement de l'Afrique. Est-ce qu'on se comprend? Et tout ça, c'est fait par Kadhafi quand même. N'est-ce pas? C'est fait par Kadhafi ou pas? Il faut aussi dire que si Sarkozy, ex-président, dit que la justice française n'est pas juste, on peut se poser la question si elle est vraiment juste.
Parce qu'il veut dire que c'est ce qu'il faisait quand il était lui-même président. Déjà, le fait qu'on le prenne à la télé sans avoir un contradicteur plaignant, c'est déjà injuste. Pourquoi Sarkozy laisse le tribunal pour parler à la télé? Ben écoutez, mes chers frères et sœurs, soyez pas naïfs. La télévision est possédée dans le monde entier par les Rupert Murdoch. La télévision, c'est les milliardaires. En France, c'est les milliardaires. Les Drahi, BFM, Arnaud Lagardère, le JDD, l'équipe, tous ces journaux-là. Vous avez Bolloré qui est en train de vouloir racheter tout le groupe Lagardère en même temps. Et Lagardère et Bolloré, Sarkozy joue les rois parce que Sarkozy est dans le conseil de surveillance du groupe Lagardère. Sarkozy est l'ami personnel et intime de Bolloré. Vous n'avez pas oublié le yacht. Donc, et c'est eux qui ont les médias. C'est eux qui contrôlent. C'est pour ça qu'on dit aux Africains de créer des médias. Ils nous créent des chaînes du quartier avec des villageois analphabètes qui disent qu'ils ont des télés. Alors que c'est une pensée puissante. Vous voyez comment la politique est liée à l'information. Deux choses pour gagner la guerre. L'information et l'argent. L'argent étant le nerf de la guerre. Sarkozy est l'ami des patrons de médias qui l'ont installé président. Vous croyez que Bolloré, c'est n'importe qui en Afrique? Bolloré a tous les chefs d'État qui viennent le supplier parce que c'est lui qui a le pouvoir des médias. Il a une agence de communication, Havas. Il a Canal+. Tous les Africains sont sur Canal+, qu'ils détestent la France ou pas. Vous êtes abonné. Même les gens qui ne mangent pas préfèrent payer l'abonnement Canalsat, Canal+. Bolloré contrôle les 3/4 du flux d'informations en Afrique. Donc, il peut imposer un chef d'État partout où il veut. Et quand tu mets un chef d'État quelque part, c'est toi qui contrôles. Donc, Sarkozy bénéficie en France de cette élite, cette oligarchie puissante, médiatico-financière qui lui donne la tribune. Parce que si moi on me condamne demain, qui va m'appeler pour me faire le 20h? Qui va te donner le 20h? C'est pour ça qu'il faut investir dans les médias. Je ne connais aucun milliardaire qui a un média et qui est africain. C'est pour ça que nous en sommes là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne représente rien à l'échelle du monde. C'est pour ça que tout se décide. Pour faire passer une loi, on prépare. Vous savez, quand on a condamné Sarkozy, tous les grands médias de ses amis ont voulu faire croire que la justice s'acharne sur lui. La justice française est très forte. Elle est très indépendante. Elle est très puissante. Vous avez des magistrats là qui ne rigolent pas. C'est comme aux États-Unis. Les gars sont d'une indépendance. Mais attends. Moi, j'ai connu à l'époque ici en France des gens comme Éric de Montgolfière. Des gens extrêmement... Ils s'en foutent. Il y a même la dame qui était... elle s'appelle qui? Eva Joly, qui est finlandaise d'origine, qui était juge magistrate. Quand tu tombes devant une femme comme ça, monsieur... Moi, je suis tombé sur des gars comme Alain Bauer en France. C'est des vrais juges. C'est pas des... Faut pas... C'est la démocratie ici, hein. La France, c'est un laboratoire de démocratie, hein. Et maintenant, Sarkozy utilise ses amis pour montrer que la justice est méchante. Et ça, c'est un coup d'État médiatique. Mais là, c'est le quatrième pouvoir, c'est un autre pouvoir qui s'exerce. Est-ce que vous comprenez? C'est beau, non? Partagez alors le direct. Même juste, partagez juste parce que c'est beau. Le pépère vous explique ça bien. Donc, vous avez en France 4 pouvoirs qui se battent. 4. Le pouvoir médiatique. Le quatrième pouvoir,
qui est en même temps le premier en réalité. C'est pour ça qu'il n'y a que dans les pays pauvres qu'on prend les journalistes, on met en prison, on jette. Monsieur, le journaliste, c'est la chose, c'est après Dieu, c'est le journaliste. Il te détruit, il te construit. Il maîtrise un pays. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire quand on est journaliste. C'est pour ça que mes directs sont avec beaucoup de retenue, parce que je ne peux pas venir là dire des choses. J'ai accès au dossier noir de beaucoup de pays. J'ai accès à des dossiers secrets. Donc, un journaliste, c'est Dieu qui parle en réalité. Parce qu'il est là pour restituer la vérité au peuple. Il est là c'est la lorgnette. On appelle ça en bon français la vigie de une. Donc le journaliste met son truc partout, même là où on a tiré les rideaux, il pousse ça, il dit voilà le peuple. Et en Angleterre, ceux qui vivent en Angleterre savent que les journalistes ont même le droit de payer même des prostituées pour entrer, pour faire tomber un leader politique. On a le droit de mettre les micros. Un journaliste est un enquirer. Il est plus qu'un OPJ. C'est pour ça que normalement, quand tu es un vrai journaliste, et avec des responsabilités, tu es en même temps OPJ. Tu es un officier de police judiciaire, parce que tu mènes une enquête. Alors, merci la télévision, comme tu le dis, ce n'est que manipulation, contrôle et dictature. Mais vous voyez, aujourd'hui, ici, l'Afrique est dernière partout. On n'a rien. On n'a rien comme pouvoir médiatique. C'est pour ça que quand le gars veut venir acheter, quand on veut créer la guerre dans un pays, on commence à préparer l'opinion. On commence à vous dire, moi je vous prends le cas très simple de Bolloré, je vous prends le cas norvégienne, pardon. Merci Paul Banach, je parlais d'Eva Joly qui est norvégienne. Merci, merci. Alors, merci. Vous savez, je ne pratique plus depuis, hein. Mais le pépé parle sans note, hein. Ça, c'est le cours magistral. Moi, je donne le cours, hein. Mentibé philosophie ni matam. Prenez ça comme ça. Mais merci d'être là. Alors, donc, j'étais en train de vous expliquer des choses très importantes. C'est des débats. Vous savez, Bolloré, on a dit en Afrique de l'Ouest, il y a quelques années, qu'il y avait, c'était quoi? L'Ebola. La Sierra Leone, premier producteur de diamants, là où on a attrapé la plus grosse pierre de diamant. Le Libéria. C'est les terres les plus riches parce que le cratère est neuf et l'humus est épais. Alors, il y a une compagnie africaine qui est gérée par, ça s'appelle Ecofin ou un truc comme ça. C'est le groupe Bolloré qui est majoritaire. Bolloré a acheté les actions et il voulait prendre ce terrain. Écoutez bien la manipulation. Quand on lance la télé, voilà les documentaires qu'on a. J'ai ce documentaire puisqu'on a travaillé dessus. Alors, on a imposé l'Ebola dans la zone. Vrai ou pas vrai, on a simulé une épidémie à large spectre. On a traumatisé les villageois. Et maintenant, pour les sauver, on dit qu'il faut les déplacer à 400 km de leur terre. Que toute la zone là doit être fermée. Il y a trop d'Ebola. Mon frère, c'est comme si vous dites qu'il y a le Covid en France, il faut déplacer toute la population de la France. Nous, on a senti la manipulation. Mais comme on n'est pas écouté en Afrique, comme vous nous détestez, et les dirigeants et le peuple même, c'est pour ça que nous, on a arrêté des enquêtes vraiment purement journalistiques, parce que ça te mène, ça peut te tuer. Ça te donne des inimitiés, ça te pourrit la vie. On a déplacé les populations pour aller les soigner. Vous avez vu ça à la télé, mais quand tu n'es pas informé, tu regardes la télé comme le chien regarde passer le train à Iseka. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Fidel Castro a dit qu'il envoie 200 médecins cubains sauver les Noirs. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cet Ebola-là. L'Ebola ne peut pas décimer les populations comme ça. On a envoyé, il a envoyé, vous savez, les meilleurs médecins au monde sont cubains. Ah ben c'est comme ça. Donc le gars arrive, les Cubains arrivent, ils soignent la population en 1-2 semaines. On dit mais
Il n'y a même pas un truc grave là. Pourquoi vous alertez l'opinion comme si le pays va disparaître? Ils ont identifié le problème, ils ont cerné, ils ont soigné en moins d'une semaine. Maintenant, les gens veulent rentrer dans leur village. On trouve que, on dit non, vous ne pouvez plus rentrer là-bas. Les terres là sont dangereuses. Les populations disent on veut rentrer chez nous. On dit non, installez-vous ici parce que là-bas, Bolloré avait déjà acheté les terres pour planter les VA et le palmier à huile. C'est votre histoire. C'est l'histoire de l'Afrique. C'est l'histoire de la frustration d'un continent. C'est l'histoire d'un peuple qui souffre, même sur son sol. C'est l'histoire de l'injustice. Et c'était créé par un matraquage. On n'a pas respiré ici, on a dit Ebola va tuer tous les gens. C'était une histoire d'acheter et de voler leur terrain. Je vous renvoie donc à ce qui se passe au Congo. Et c'est la même chose qu'on a voulu développer en Chine avec le Covid. On a dit que c'est le pangolin. Les Chinois ont dit vous êtes fous. Admettons donc, entre manipulation transgénétique dans les laboratoires et nous qui mangeons nos lézards tranquilles, si c'est le pangolin qui veut nous tuer, on va donc voir. Ils ont fait Wuhan, ils ont sécurisé, ils ont trouvé, ils se sont soignés, ils ont fermé les frontières et Donald Trump est tombé. Je schématise pour le raccourci. Est-ce que ça va? Victorine Kwedi dit c'est l'expropriation. Mais effectivement, je n'aime pas revenir sur ces choses parce que vous ne comprenez pas, mais parfois je suis obligé de prendre l'exemple sur moi. Ma plantation, c'est la même chose que Bolloré a fait. Il est entré dans mon village, il a cerné ma plantation, ils ont encerclé tout le village. Et comme j'ai l'un des villages les plus riches d'Afrique où il y a le pétrole, c'est là où on puise le pétrole. C'est là où on puise. C'est là où Peremco puise le pétrole depuis 1971, dans mon village. Et puis il y a la Palmeraie, la ferme suisse, que Bolloré a rachetée, qui cerne mon village. On leur a donné 30 000 hectares. Et puis à PHP ici, de ce côté du Lyon, on a donné 100 000 hectares. Et les populations sont là, les gens n'arrivent même plus à aller planter le manioc. Bolloré vous explique que vous ne devez pas rester là. Et il envoie deux petits émissaires. Parce que les gens parlent de manifeste. Moi j'ai vu la vidéo d'une sœur qui a bien fait de parler de Bolloré, mais ce que les Africains font, c'est que l'on parle des choses qui nous concernent, mais de manière intellectuelle, abstraite. Moi, je vous explique parce que je suis un pépé, je suis un bombok. Je vis ces choses sur place, avec toutes les données. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, qui est un témoignage, qui est une scientifisation de l'expropriation. Il y a de la scientificité là-dedans. Ces travaux-là vont servir aujourd'hui quand j'écoute les jeunes. Oh, on nous a volé les terres au sud, on nous a volé les terres au nord. Ils oublient que c'est un problème scientifique qu'on dénonce. Ça va créer des morts, des guerres en Afrique. Quand vous voyez les jeunes Africains là sur les boulevards parisiens ou en Espagne ou sous les tunnels en Italie, c'est qu'on a volé leurs terres. Et les responsables, c'est Bolloré. Et le plus dangereux, c'est que ces mêmes gars-là ont des télés comme CNews, le groupe Canal+. Et ils recrutent qui? Les Éric Zemmour. Et les Zemmour sont chargés de verser dans l'opinion de la belle République de France que l'étranger est un danger. Les Noirs et les Arabes, il faut rentrer chez eux, il faut les chasser chez eux. Mais vous les chassez alors que ton patron, c'est lui qui nous chasse de chez nous. C'est des réflexions, mais il faut des médias pour créer du débat. Et quand la justice française condamne Bolloré, parce que lui, il est roi en Afrique, moi je dis quand même que la France est un très grand pays. C'est un pays de Montesquieu. C'est là l'esprit des lois de Montesquieu.
C'est là la force de Diderot. C'est là la force de Voltaire. C'est là la force de ces penseurs qui ont construit cette France pour qu'elle soit l'étoffe du monde de la liberté. Et il n'y a aucune honte à admettre la grandeur d'un État. Alors, personne ne donne ou ne donne les raisons pour lesquelles les Africains n'ont pas autant aussi touchés par le corona que font nos scientifiques, soi-disant chercheurs. Myriel Müller. Pour chercher, il faut déjà avoir la liberté. 2, le temps. 3, la pensée. 4, les prédispositions, ce qu'on appelle en science les conditions normales de pression et de température, les CNPT, l'outil scientifique, le laboratoire. Djitri Hannibal nous dit Albiomat a fait la même chose dans le Sahel il y a 2 ans. Vous voyez donc que partout en Afrique, les gens sont victimes de leur propre misère parce que l'Afrique est abandonnée. L'Afrique est abandonnée. Vous croyez que Idriss Déby, qui est occupé à avoir un autre poste pour mourir au pouvoir, va s'occuper de qu'on est en train de voler les terres de son peuple? Vous croyez qu'au Gabon, le président a le temps? Les gars cherchent leur réélection. Vous croyez qu'au Congo, Sassou Nguesso a le temps de savoir si les Congolais mangent ou dorment? C'est sa réélection. Au Cameroun, vous croyez que ça intéresse? On te dit que dans le propre village de Bia, les gens ont vendu 100 000 hectares de terre. Le gars dort. Parce que si on enquête bien, on va voir qui. Et ça tourne toujours autour d'eux-mêmes. Et le peuple naïf se plaint, on accuse les autres. Alors que tu ne peux pas vendre le terrain dans ton village sans... C'est pas possible. Il y a des complicités qui viennent de l'intérieur. Si c'est pas de sa famille, c'est de l'entourage en général. Donc l'Afrique a ce problème avec la vérité, avec le courage politique, avec la révolution, qui n'est pas celle des armes, mais celle de la pensée. Il n'y a pas de penseur qui théorise sur les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Il n'y a pas d'État pour pousser la jeunesse à rêver. Il n'y a pas d'État. Est-ce que c'est bon là? Partagez alors le direct. C'est mon 2e direct de la journée. Mais je suis fier de savoir que nous, on ne baisse pas les bras. Vous savez, l'Afrique a encore des valeurs, même si on va rester loin du continent, parce qu'on a envie d'être peut-être en paix. Je pense qu'on ne va jamais Donc l'Afrique n'existe pas, mes chers frères et sœurs. L'Afrique est un condensé de tout ce que le monde rejette. Ce continent magnifique n'a pas le secret de la réussite. Ce continent magique n'a pas le secret de la pensée. La pensée a été sectionnée dans sa colonne vertébrale. Vous savez que pour tuer un serpent, il faut juste casser la colonne. Il faut juste casser la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, ça veut dire que tu n'alimentes plus la tête qui est la spiritualité. La vie est comme le corps humain. La tête, c'est la spiritualité.
là où il y a le cerveau, c'est là où le cerveau dort. Il y a le cerveau gauche et le cerveau droit, comme j'ai expliqué ce matin. Et je le ferai mieux pour les gens de l'Académie Akeva. Donc quand on te coupe la colonne vertébrale, on te casse la colonne, c'est pour casser le nerf rachidien qui transmet les informations au cerveau. Et le cerveau aussi ne peut plus envoyer l'information en bas. Terminé. C'est pour ça que la religion est déstructuratrice sur le continent. Vous ne pouvez même pas imaginer les ravages. Vous qui dites Alléluia là partout, vous êtes les pires ennemis de votre continent. Parce que même sans le savoir, vous êtes en train de faire le diogénisme. Vous faites de la philosophie sans savoir, mais la philosophie contre vous-même. On vous vide de votre substance. Vous êtes imbécoumilisé. Et tant qu'un peuple n'a pas sa spiritualité, qui est un fondement même de la maison pour l'élévation et spirituelle et des murs, vous allez tout le temps être la poubelle et les déchets et la victime des expériences des autres, les expériences médiatiques, les expériences politiques. Il faut que c'est en France qu'on arrête quelqu'un qui a tué ou qui a mis des Africains en difficulté. Il faut que c'est la France qui condamne encore Bolloré qui est français pour les méfaits commis chez vous. Ça veut dire qu'il n'y a même pas une conscience, il n'y a pas un tribunal, il n'y a pas un pays qui peut dire à Bolloré arrête ça. Si ce n'est pas ça, la France même qui lui dit bon écoute là tu pousses le bouchon. Et comment donc en vouloir à cette France en même temps qui règle les problèmes que ses enfants ont engendrés? C'est comme cet enfant, c'est là le questionnement moral. Laissons même le juridisme et les lois et tout ça. Il y a un fondement moral dans la démarche en France, même de la politique, de la vie publique. C'est-à-dire, est-ce que comme mon enfant est allé voler hors de la maison et il revient, je dois le protéger parce que ce n'est pas chez moi qu'il a volé? C'est ça le fondement de la justice. Vous comprenez? Est-ce que le bandit qui va voler en Arabie Saoudite, quand il entre au Cameroun ou à Dakar, est-ce qu'on doit l'arrêter et le juger? Puisqu'il n'a pas volé chez vous. L'Afrique ne peut pas être grande si elle n'élève pas les hommes qui créent la richesse, l'argent, le capital, pas pour acheter les nouvelles voitures et impressionner les gens, mais pour financer les startups, les multinationales, les progrès scientifiques et techniques. Si on n'investit pas dans la connaissance, dans l'industrie, on n'existe pas. Vous savez, il y a eu une discussion entre Joe Biden, Poutine, Xi Jinping. Je vous lis ça, c'est en anglais. Écoutez bien. Who is running the world? Biden, Putin, Xi Jinping arguing on who is in charge of the world. You know that United States of America is globally known as global police. C'est le gendarme du monde. Alors les gars discutent entre l'URSS, la Chine et tout. Qui est le maître du monde? Et la discussion tombe sur Modi, Narendra Modi, qui est le président indien, qui est noir. L'Inde est noire. Je le dis parce que c'est une fierté. C'est je pense, la troisième puissance du monde. Attention. The Indian Prime Minister asks him who is in charge of the world. Le président indien, on lui a demandé qui est en charge du monde, qui commande le monde. Les Poutine sont là, tout ça, les Biden. Le gars répond. Le CEO de Google, le patron de Google, c'est un Indien. Notez bien. Quand on vous dit que l'Inde dirige le monde, vous allez comprendre la conclusion plus tard. Le patron de Microsoft CEO, un Indien. Adobe, le patron d'Adobe, le CEO d'Adobe, c'est un Indien. Le NetApp, le CEO est un Indien.
Mastercard, la carte que vous utilisez là, le patron est un Indien. DBS CEO, c'est un Indien. Novartis, le groupe de pharmacopée mondiale, c'est un Indien parce que les Indiens ont les plus grands brevets du monde. Avec les génériques, ils ont cassé le monde. Parce que quelqu'un parlait de la recherche en Afrique. Mais si quelqu'un a trouvé son truc là-bas, au bout d'un certain temps, la licence tombe sur le domaine public, vous dupliquez. C'est pas normal que les gens soient malades à Douala, à Abidjan, à Dakar, à Lagos, à Libreville. Ils aillent acheter des médicaments qui coûtent des fortunes à la pharmacie, 20, 50, 100 000 francs, alors qu'on peut les dupliquer avec la pharmacopée africaine. Le patron de Novartis est un Indien. Le patron de Diageo, le système électronique, c'est un Indien. Le patron de SanDisk est un Indien. Le patron d'Arman est un Indien. Le patron de Palo Alto Networks, le numéro 1 du networking, de Networks, c'est un Indien. Le patron de Reckitt Benckiser est un Indien. Le patron, le Britain Chancellor, est un Indien. Le Britain's Home Secretary, c'est un Indien. Le premier ministre irlandais est un Indien. Et la vice-présidente américaine est une Indienne, Kamala Harris. Je voulais vous démontrer que l'Afrique ne sera pas puissante parce qu'on aura enfermé tous les Africains en Afrique. L'Afrique sera puissante parce que partout dans le monde, dans les instances de direction, dans les grosses entreprises, dans les entreprises de savoir, de recherche et de tout, il y aura des Africains là-dedans. Qu'ils soient de quelle nationalité, peu importe, l'essentiel, c'est qu'ils soient fiers et forts d'être africains. Mais qu'un Africain est déjà seulement, même dans le comité d'entreprise d'une société, il est un blanc. Dès qu'un Africain est un cadre quelque part, lui ne marche plus avec les Africains. Il n'est même plus africain. Il vient même faire les directs pour dire que lui, il est même un blanc. Et quand tu as aussi nos mamans qui continuent à dire à nos soeurs, va chercher le blanc. Quand tu as des idées comme ça, du Moyen-Âge, pas va chercher l'homme pour t'épanouir, mais va nous chercher un gibier ou un truc supérieur. C'est la pauvreté, du complexe et tout. Tous les Noirs. Or, Tidiane Thiam a été le patron de la banque suisse, le Crédit Suisse. Vous êtes sûr qu'il a fait la promotion de beaucoup d'Africains là-dedans, où il voulait jouer exactement le petit blanc pour ne pas faire d'erreurs? Il faut faire des erreurs. Il faut embaucher. Il faut donner de l'argent aux jeunes Africains. Il faut les soutenir, quitte à payer. Nous sommes tous des humains. Carlos Ghosn a dit quelque chose hier. Il est aujourd'hui enfermé dans son pays, le Liban. Il est français, il est libanais, il est brésilien, mais au Liban, il dit que son objectif maintenant, c'est de financer les startups. Il est milliardaire. Il enseigne à l'université et il paye. Il a dit qu'il a des centaines de startups à qui il donne l'argent. Ce n'est pas des prêts, il finance pour relever son pays. Il a sélectionné des startups, il met l'argent et il conseille. Vous, vos milliardaires là, ils ont passé le temps à mentir au peuple en nous disant qu'ils font les affaires alors qu'ils étaient les représentants des comptoirs coloniaux. Ils revendaient ce qu'on fabrique chez le colon. Comment l'Afrique peut se développer si on est des redistributeurs et puis on insulte la France, l'Angleterre alors qu'on est des vendeurs de leurs produits et on manque qu'on est des hommes d'affaires? Si on n'a pas la responsabilité de rejeter tout ce qui vient de la Chine ou de ne prendre que ce qui est utile, je connais des gens qui vont porter même les babouches en Inde. Ils viennent vendre en Afrique. Ils disent que c'est le marketing de réseau. Je n'ai jamais vu un truc aussi bête. Ça rend quelques analphabètes peut-être millionnaires.
Mais c'est ça qui détruit l'économie en Afrique. C'est ça qui fait que les Bolloré ont encore 1000 ans en Afrique. Parce que sociologiquement, vous ne prenez aucun risque. Les gens portent des conteneurs en Indonésie, Malaisie, des chapas, je ne sais pas, tous ces pays de poubelles là, les dragons d'Asie, on prend tout ce qu'ils ne veulent pas, on amène chez nous. Même les matelas, les serviettes hygiéniques, les savons, les tout, et les gars vendent. Ils appellent ça marketing de réseau. Et on célèbre des abrutis comme ça, on dit, ils sont forts. Et ils sont forts parce qu'ils n'ont pas la conscience. La France est en train de s'industrialiser à nouveau. Le protectionnisme. Le Covid est fini. Hein? Là, ils jouent encore les mesures politiques, mais c'est fini. Ils avaient donné exactement le mois de mars-avril pour retransformer tout leur pays. Toute l'Europe est transformée. Tous les États-Unis ont déjà réglé leurs paramètres. La Chine a réglé ses paramètres. Tout a changé. Les robots vont distribuer la nourriture, les médicaments, tout. Vous restez chez vous. C'est cette société-là qui va priver l'homme de l'essence, de l'écorce. C'est pour ça que l'Académie de la vie augmentée restera là pour vous donner l'écorce de la vie. C'est nous les gardiens de la mystique africaine. C'est nous les gardiens du savoir. Et ça, les gens qui... Vous croyez que ça coûte quoi d'ouvrir là et d'importer les babouches de Jakarta et d'amener sur le continent? Je m'installe à Lomé. Je dis marketing de réseau. Vendez-moi ces conteneurs de la poubelle des autres. Ne sachant pas que c'est de l'EVA médiocre. On a l'EVA. Qui va créer l'industrie en Afrique? That is the question. C'est bien beau d'accuser Bolloré. C'est pour ça que moi, je ne l'accuse pas. J'ai perdu de terrain, j'ai perdu des millions, j'ai perdu de l'espoir même, j'ai cassé la vie de mes employés, mes petits frères, mes ceci, mais je n'ai aucune animosité parce que c'est de notre propre faute. Incapable de nous prendre en charge, de redresser l'économie, de doser, de risquer. Si tu vas voir un milliardaire africain créer la télé, oh, tu vas voir un milliardaire africain créer donc une usine, créer un laboratoire pour qu'on fabrique les babouches, oh, donc, ça va me rapporter. Nous, on veut le profit tout de suite. Importer le sel, ça, on vend vite. Le vieux maquet, le poisson pourri, oui, là, on distribue vite. L'argent facile. La recherche est la solution qui libère les peuples. L'industrie est la voie de Dieu quand il veut te donner la prospérité. C'est pas alléluia. Allez cogner des têtes où vous voulez au Congo, partout. Vous ne serez jamais libre tant que vous ne saurez pas lier la vis au bois. Le bois au bois. Tchekamidokan, l'aventure ambiguë. Yes. C'est un puissant discours. C'est pas pour me faire des amis. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Mais une Afrique qui perd le temps et qui crie, qui pleure, les gens qui écrivent, qui perdent le temps, je n'ai jamais vu ça dans ce monde. Tout le monde est concentré, sauf chez vous. Tout le monde avance, sauf chez vous. Parce que tous les ferments de la guerre sont réunis. Les gars viennent au pouvoir, ils ne travaillent pas, mais ils dorment là, ils vieillissent, ils dorment là jusqu'à mourir. Chacun vient juste s'enrichir et partir. Dès qu'un gars trouve le filon, mais monsieur, pour développer un pays, c'est la sueur, c'est les risques, c'est la pauvreté qu'on s'impose pour trouver la solution. Et les gens qui me parlent de l'Afrique, je leur dis, foutez-nous le temps. Elle n'existe nulle part. C'est même parfois les Européens qui ont encore la conscience que, mais comment on va encore tuer tous ces gens-là? Laissons-leur quand même un peu de temps. Nous-mêmes, nous tuons la jeunesse. Vous savez, j'ai fait 2 heures de direct le matin, je fais 2 heures le soir. Quand je lance la télé, je peux faire 10 heures de direct. C'est mon rôle. Et les gens qui croient qu'on en fait trop, dites-leur qu'on en fait même pas 1/1000 de ce que font les savants du monde. Le temps de la création, c'est un temps fou de recherche. Les gens sont morts dans les laboratoires.
d'alcoolisme, de drogue, parce qu'il cherche. Et vous savez qu'un corps stressé est un corps acide. Le gars est là, il cherche nuit et jour pour trouver la formule. Après, il dit Eureka. Vous n'êtes heureux de rien du tout, parce que vous ne trouverez jamais rien. Je vois des gens sont encore là, on présente à la télévision nationale une femme qui essaie de transformer le jus de canne à sucre, mais en pilant encore sur le mortier. L'artisanat n'est plus à l'ordre du jour. Le bricolage, la saleté, travailler pour la pro-technologie. Je vous ai cité les gens qui contrôlent le monde. Ils sont tous indiens. Chez nous en Afrique, il y a tout un agrégé qui vient là. Il écrit des choses bêtes, inutiles. Il faut que la pensée soit reliée au savoir, à la création. Et le gars qui lit ce livre doit être capable, dès qu'il referme, s'il est chercheur, de dire, j'ai trouvé une idée là-dedans. Le peuple parle d'une soupe de bouillon de poisson fait à base de ça. Je peux reproduire ça à l'identique et je vends la formule. Si nous tous, on va donc acheter les choses ailleurs, on rentre les vendre en Afrique, parce que c'est facile. L'Afrique va vendre quoi aux autres? Rien du tout. Donc, ce n'est pas un problème de monnaie, de CFA. Ce n'est pas un problème de les Blancs ne nous aiment pas. C'est un problème de ce que même si les colons partent, vous n'avez rien sur place. C'est pour ça que toutes les économies africaines sont gérées à 95% par les autres. C'était valable hier, c'est valable aujourd'hui. Ça ne finira pas demain. Tant que nous sommes vivants, notre rôle, c'est de nous battre. J'ai fini ma journée. Si vous êtes chaud, on refait un direct plus tard. C'est le couvre-feu. Permettez-moi d'aller chercher les enfants. D'accord? Voilà. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Je vous aime. C'est des discours militants. Réfléchissez. À qui va? À qui va? À qui va? Mm-hmm.